Réouverture de toutes les voies d'accès au grand marché de Niamey, une initiative de la communauté urbaine vivement saluée par les usagers de cet espace économique de la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un agenda officiel retenu que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a présidé en son cabinet la réunion sur le lancement du processus de suivi des conclusions du sommet de N'Djamena. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, le pilotage opérationnel de la feuille de route des conclusions de N'Djamena. D'État avec Mariam Dakou, Mariam Keita et Loli Aïa. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le bulletin météo télévisé. Ce matin, une légère poussière en suspension ainsi qu'une couverture nuageuse a été... Cette réunion sur le lancement du processus de suivi des conclusions des sommets de N'Djamena fait suite au communiqué final issu des travaux des 10 sommets tenus du 15 au 16 février 2021, respectivement le 7e sommet du G5 Sahel et celui élargi du Sahel, à savoir G5 Sahel et la coalition pour le Sahel. Ces sommets auxquels a pris part le président de la République Issoufou Mahamadou, aux côtés de ses pairs membres du G5 Sahel et leurs partenaires, a été sanctionné par un communiqué final. Il ressort de ce dernier que le sursaut militaire enregistré doit être accompagné par un sursaut civil dans les États du Sahel. Il en est sorti donc une feuille de route qui nous a permis de prendre tous les éléments, les 4 piliers, les décomposer et de partager donc cette feuille de route-là avec les États et les membres de la coalition. Il en est suivi une réunion de hauts fonctionnaires de la coalition le 2 mars 2021 et le reste, nous avons donc décidé de descendre sur le terrain, de nous entretenir avec nos États membres, nos gouvernants, pour voir plus ou moins la prise en charge de cette feuille de route qui fera l'objet d'un conseil des ministres le 19 mars pour la validation de cette feuille de route qui nous permettra donc de mettre dans la balance ce qu'il y a lieu de faire par rapport au communiqué de N'Djamena et la présenter à un sommet des chefs d'État de la coalition le 30 juin 2021. Donc nous nous sommes entretenus avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le portage politique donc, de ce que nous sommes venus chercher suite à ce communiqué, la création d'un pilotage ou d'un mécanisme opérationnel de suivi pour inclure donc les partenaires, notamment l'Union européenne par rapport aux piliers 2 et 3, et donc un suivi très étroit pour que nous puissions assez rapidement démontrer à suffisance que là où il y a eu des gains militaires, l'État sera aux côtés des populations pour qu'elles puissent trouver la quiétude dans les occupations qui sont les autres. Outre la présence du Premier ministre Brigitte Raffini à cette rencontre et quelques membres du gouvernement, ainsi que de la hiérarchie militaire, l'on note également celle du secrétaire général du G5 Sahel, l'envoyé spécial de la France pour le Sahel, celui de l'Union européenne pour le Sahel, l'ambassadeur de la France et la chef de la délégation de l'Union européenne. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses informe l'opinion publique que depuis quelque temps circulent sur les réseaux sociaux des messages invitant à des manifestations violentes, à la vindicte populaire contre certaines personnes bien ciblées et à se prendre aux marchés, aux édifices publics et privés. Le ministre de l'Intérieur tient à rappeler aux populations que ces actes programmés qui portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens et des personnes sont constitutifs de crimes et délits réprimés comme tels par la loi qui sera appliquée sans faiblesse et dans toute sa rigueur. Le ministre de l'Intérieur tient par la même occasion à rappeler, à rassurer les populations que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour assurer l'ordre et la sécurité publique et invite par conséquent les populations à ne pas céder à la panique et de vaquer, leur demande de vaquer librement à leur occupation. Autre communiqué, l'Espagne condamne les épisodes de violence qui ont eu lieu à Niamey et dans d'autres villes du Niger après la publication des résultats électoraux provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le 23 février, à la suite du second tour de l'élection présidentielle du 21 février. Le gouvernement espagnol appelle à l'utilisation des canaux institutionnels pour résoudre les différends et les plaintes découlant du processus électoral en cours, toujours dans le cadre de la loi du Niger.
Nous encourageons également le recours au dialogue dans la recherche de solutions visant à travailler ensemble pour le bien de l'État et du peuple nigérien. C'est un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères. Cela dit, nous ne le rappellerons jamais assez, la paix est l'un des concepts qui instaure la tranquillité et le bien-être. La paix, c'est cette vertu que le peuple nigérien a toujours cultivée et exaltée depuis la nuit des temps, et ainsi pour une quiétude sociale sur l'ensemble du territoire nigérien afin que la paix règne davantage. Nous avons recueilli des propos d'un certain nombre de citoyens, des citoyens qui prônent l'harmonie sociale et la fraternité. Communiqué cette fois-ci du bureau du procureur de la République, tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le bureau du procureur de la République informe l'opinion nationale qu'à la suite des manifestations intervenues à Niamey les 23, 24, 25 et 26 février 2021, des interpellations ont été opérées par la police judiciaire. À la date du 11 mars 2021, 659 personnes sont déférées au parquet, dont 160 mineurs et 492 majeurs. De ces 160 mineurs, 135 ont été remis à leurs parents et 3 dont les parents n'ont pas été identifiés ont fait l'objet de placement dans des structures d'accueil pour enfants. En ce qui concerne les 492 majeurs, 183 ont bénéficié d'un classement sans suite pour insuffisance d'indices et 328 ont été poursuivis suivant un réquisitoire introductif pour un ou plusieurs chefs d'infraction suivantes: incendie volontaire de lieux habités, attroupement armé, vol à réunion avec armes et violence par effraction, dégradation d'édifices, dégradation de véhicules, dégradation d'objets mobiliers, violence exercée sur les agents de force de l'ordre de l'exercice de leurs fonctions, rébellion, coups et blessures volontaires avec armes, complot contre l'autorité de l'État, propagande à caractère racial, régionaliste ou religieux, complicité d'incendie volontaire des maisons d'habitation, complicité de meurtre, complicité de dégradation de biens publics et privés et de véhicules, complicité de vol en réunion avec port d'armes avec effraction, complicité d'attroupement armé, complicité de coups et blessures volontaires, de rébellion et de violence envers les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Cela dit, relativement aux récents événements intervenus dans la ville de Niamey, le Conseil de l'ordre des avocats du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans cette déclaration, l'ordre du Conseil des avocats du Niger a condamné fermement les événements malheureux qu'a connu la capitale suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle par la CENI. La déclaration est lue par Maître Boubacar Mourou, bâtonnier de l'ordre des avocats. Le 23 février 2021, suite à la proclamation des résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles, l'ordre des avocats a suivi avec consternation des actes de vandalisme perpétrés sur des paisibles citoyens ainsi que sur des biens publics et privés. Le barreau du Niger, fidèle à son attachement à la démocratie et à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au droit à un procès équitable, condamne la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient physiques, morales ou verbales, d'où qu'elles viennent. Au regard de ce qui précède, l'ordre des avocats du Niger, réaffirmant son attachement à la primauté du droit, au triomphe de la justice et à la cohésion sociale, rappelle aux acteurs politiques que les manifestations ne sont pas affranchies du respect des lois et règlements de la République. Salue le choix des candidats aux différents scrutins d'exercer des recours légaux en portant leurs réclamations devant les juridictions compétentes. Rappelle aux unités d'enquête judiciaire que les interpellations et les arrestations doivent s'effectuer dans le strict respect de la loi et particulièrement des droits de la défense. Exige des autorités judiciaires à tous les niveaux l'observation stricte de leur devoir d'impartialité, le respect de la loi et des droits de la défense, ainsi qu'un traitement juste de tous, gage d'un procès équitable. Appelle les acteurs politiques à la retenue et au respect des lois de la République dans toutes leurs démarches. Rappelle à la Cour constitutionnelle son rôle de régulateur de la démocratie et partant de la stabilité politique dans un État démocratique. Elle doit à cet effet interpréter et appliquer la Constitution de sorte à rétablir la confiance entre la justice et le peuple. Enfin,
Le barreau réaffirme son engagement solennel à la nation nigérienne de toujours veiller à la sauvegarde des acquis démocratiques et au respect en toutes circonstances de la primauté du droit. Vive la République, vive le barreau, je vous remercie. Restons dans le domaine de la mobilisation de la cohésion sociale pour rappeler que la paix est l'un des concepts qui instaure la tranquillité et le bien-être. La paix, c'est cette vertu que le peuple nigérien a toujours cultivée et exaltée depuis la nuit des temps. Ainsi, pour une culture sociale sur l'ensemble du territoire nigérien, afin que la paix règne davantage, nous avons recueilli des propos d'un certain nombre de citoyens, des citoyens qui prônent l'harmonie sociale et la fraternité. Le Niger a une tradition de paix. Le Nigérien doit, en tant que musulman, nous sommes à 99% musulmans, avoir un dépassement de soi. Je n'appelle pas les gens à abandonner leur objectif, mais à se surpasser, à se dépasser, à voir le pays et à voir nos parents qui sont là, à voir nos enfants qui sont là, nos femmes qui sont là. Parce que nul ne sait ce qui peut advenir départ, ce qui se dessine à l'horizon. Or, la responsabilité incombe à tous les citoyens nigériens de préserver la paix, de préserver notre pays. Or, tant que nous n'avons pas de pays, nous ne pouvons pas penser à un pouvoir. On ne peut pas parler de l'existence de l'État tant qu'il n'y a pas de territoire. Donc nous pouvons nous battre et voir les menaces terroristes qui menacent le pays et voir les menaces des étrangers. Donc on doit capitaliser tout cela, mettre en avant le pays, mettre au devant le pays et préserver la paix. Comme on dit en Hausa, donc il vaut mieux vivre en paix que d'être le roi lui-même ou d'être un prince. Mais chacun doit accepter le suffrage. Chacun doit préserver la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut être envisagé dans un pays. Sans la paix, on ne peut pas aspirer à un développement. Ce qu'on souhaite vraiment à tous les Nigériens, c'est vraiment la calmie, donc ce que nous voulons. Il faut vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette quiétude sociale revienne. Parce que sans ça, on ne peut pas prospérer. On ne peut rien entreprendre. Vraiment, nous, ce que nous voulons, c'est que les gens se ressaisissent, c'est que les gens prient pour qu'on arrive à avoir la paix, la tranquillité dans ce pays. Parce que si tu penses que tu peux même vivre sans ça, c'est vraiment impossible. Parce que sans la quiétude sociale, tu ne peux pas tu peux pas bien travailler. Même si c'est la prière, tu ne peux pas bien prier. On voit ce qui se passe dans les pays voisins. Donc vraiment ce qu'on souhaite, c'est que les gens se ressaisissent. On a besoin de cette quiétude, on a besoin de la paix. Au stade actuel de notre vie nationale, ce qu'il convient de nous rappeler, c'est que nous sommes une communauté croyante qui est dotée d'une responsabilité, le rôle d'intendant, de vicaire de Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque individu, homme ou femme, est doté de la responsabilité de gérer à bon escient l'environnement naturel et de gérer à bon escient l'environnement humain. Mais principalement, parmi tant d'autres, il y a deux rappels à nous faire. Le premier, c'est de faire une étude, une analyse de ce que Allah a voulu que nous fassions, de nos relations sociales, le lien de parenté, le voisinage, la préoccupation par rapport aux orphelins, jusqu'aux transactions matérielles.
est-ce que cela se fait comme ça se doit, comme Allah et son prophète l'ont recommandé? Et à cet effet, il faut ajouter que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé bénévolement de faire son rappel de nuit comme de jour en toutes circonstances. Donc quand il arrive des advertences, des situations malencontreuses, Allah subhanahu wa ta'ala dit: revenez vers moi. Avec quoi? Avec la prière, la multiplication du zikr et les invocations. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Cherchez secours, revenez vers Allah avec quoi? La prière, les invocations. Allah est avec ceux qui sont patients. Nous l'évoquions en titre, 20 000 tests rapides pour diagnostiquer le Covid-19 au Niger, offerts par le laboratoire sud-coréen SD Biosensor à la fondation Gourivi Meilleur. C'était ce matin au cours d'une cérémonie présidée par la première dame, Haja Aïssata Issouf, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, en présence du ministre de la Santé publique et de la consul honoraire de la République de Corée au Niger. Le point avec Moussa Tinaou et Yazer Abiou. Ce don, composé essentiellement d'équipements médicaux de 20 000 tests rapides du Covid-19, est le fruit du partenariat initié par la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Haja Aïssata Issoufou. Au rang de ses partenaires figure le laboratoire sud-coréen SD Biosensor qui a remis ce matin le don par le biais de la consul honoraire de la République de Corée au Niger, Jibo Aïssatou. En réceptionnant ce don, le directeur exécutif de la Fondation Gourivi Meilleur a exprimé au nom de la première dame sa satisfaction. Nous sommes heureux aujourd'hui de réceptionner, grâce au partenariat entre le laboratoire SD Biosensor et la Fondation Gourivi Meilleur, la proportion substantielle de 20 000 tests rapides, dont 10 000 tests antigènes et 10 000 tests anticorps. Ces tests fournissent des résultats fiables en près de 15 à 30 minutes. Plus le diagnostic peut être posé rapidement, mieux des mesures peuvent être prises en un temps record pour traiter et isoler les personnes atteintes de la maladie. Aussi, cela permettra d'étendre les dépistages, en particulier dans les zones difficilement accessibles, ne disposant pas d'installation de laboratoire ou d'un nombre suffisant d'agents de santé formés pour effectuer des tests PCR. Il s'agit là d'un appui vital à leur capacité de dépistage particulièrement important dans les zones à forte transmission. Au nom de la première dame, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, Haja Aïssata, je voudrais ici relever l'exceptionnel engagement du laboratoire SDB Sensor aux côtés de la Fondation Gourivi Meilleur. La Fondation Gourivi Meilleur a immédiatement mis ce don à la disposition du ministère de la Santé publique. Le ministre Ahmed Boto se félicite de ce geste qui vient à point nommé pour renforcer les capacités de dépistage, notamment dans les zones rurales. Ce geste est très important dans le cadre de lutte que nous menons contre cette maladie, cette pandémie qui accable le monde entier. Et nous pensons très sincèrement qu'ils seront utilisés à bon escient, notamment, comme vous venez de le dire, dans les zones reculées, ne disposant pas de laboratoire. Nous sommes très sensibles à ce geste qui vient s'ajouter aux innombrables actions de solidarité que vous avez menées à l'endroit des populations du Niger. Madame la Première Dame, au nom de ces populations-là, je vous transmets tous nos remerciements pour votre engagement dans le cadre, en tout cas, de la santé dans notre pays. Pour rappel, depuis la venue de la pandémie à coronavirus, la Fondation Gourivi Meilleur a entrepris plusieurs actions de prévention afin d'accompagner le ministère de la Santé publique dans la lutte contre la propagation du dit virus. Il s'agit de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières et les plaidoyers auprès des partenaires pour mobiliser des médicaments, les conserves médicaux, les désinfectants et les bavettes. Autre aspect de cette édition, le président de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, Boussoumane Abdraman, était hier après-midi face à la presse. Objectif porté à la connaissance de l'opinion publique
Le résultat obtenu par son institution dans le cadre des actions de mobilisation des ressources internes engagées en relation avec les services techniques du ministère des Finances. Dans l'accomplissement de cette mission, la Alicia a bénéficié du soutien technique et financier de la délégation de l'Union européenne au Niger à travers la signature d'un contrat de subvention d'un montant de plus de 262 millions de francs CFA. Écoutons Goussouman Abdraman, président de la Alicia. Les opérations de contrôle, objet de ce plan de presse, ont porté sur les recettes fiscales, les recettes non fiscales et les recettes douanières. Au niveau des recettes fiscales et pour l'heure, les opérations ont concerné 16 recettes fiscales de l'intérieur du pays pour les exercices budgétaires 2019 et 2020. Les vérifications ont porté sur la comptabilité et la gestion des stocks de valeurs, les encaissements des recettes, le reversement des montants recouvrés, les droits d'enregistrement des marchés publics et les restes à recouvrer. Au niveau de certaines recettes contrôlées, des manquements ont été constatés dans la gestion des valeurs de caisse et de la perception des droits d'enregistrement. En matière d'enregistrement des marchés publics, les dispositions législatives et réglementaires ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau de la perception des droits, les pénalités et du respect de la compétence territoriale. Dans certains cas, le portefeuille des restes à payer a atteint des niveaux considérables. En ce qui concerne les droits éludés, les montants mis en évidence s'élèvent à 517 228 280 francs CFA, sur lesquels un recouvrement de 31 315 212 francs CFA a été opéré. Les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres recettes, de sorte qu'aucun service de recettes ne puisse se soustraire à ce contrôle. D'ores et déjà, les opérations concernant les 13 services de recettes de la ville de Niamey sont en cours. Au titre des recettes non fiscales, la première phase de l'opération réalisée avec l'appui technique des inspecteurs du Trésor a concerné 8 départements ministériels et leurs structures sous tutelle. Sur ce point, la période 2018 à 2020 est celle concernée par les investigations et le mode opératoire a consisté à analyser la situation juridique et fonctionnelle des régies de recettes mises en place au niveau de ces structures, vérifier l'effectivité des recouvrements, vérifier les opportunités de création d'autres recettes. De façon globale, il a été relevé que plusieurs structures restent redevables sur plusieurs années de montants importants au titre de redevances diverses. Des recettes ont été perçues mais non reversées au Trésor. Certains droits prévus par les textes en vigueur n'ont pas été perçus. Des opportunités de perception des droits existent mais non exploitées. Sur ce point, le montant recouvré s'élève à 1 988 256 398 francs CFA. Ici également, les opérations de prise en charge des irrégularités relevées se poursuivent, ainsi que les investigations sur les autres démembrements. Déjà, les opérations concernant 8 autres départements ministériels et leurs structures sous tutelle sont en cours. Au total, sur cette première phase de contrôle, plus de 2 milliards de francs CFA ont été recouvrés. En ce qui concerne les recettes douanières, les opérations de contrôle sont en cours dans les différentes régions du pays et concernent principalement les marchandises manifestées sur le Niger depuis les ports de débarquement mais non parvenues, les déclarations simplifiées non régularisées et les liquidations non payées. Pour la réalisation de ces opérations, la HALCIA a requis et obtenu l'appui technique de la Direction générale des douanes et la coopération des institutions sœurs de la sous-région, à savoir l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso, l'autorité nationale de lutte contre la corruption du Bénin et la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées du Togo.
Ces différentes structures ont fourni à la HALCIA les documents, supports indispensables aux vérifications. Je voudrais ici relever que sur ce dossier, la HALCIA travaille en synergie avec d'autres organes de contrôle de l'État, notamment l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, les directions d'audit et de contrôle interne de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des impôts et des inspecteurs du Trésor de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer à tous nos remerciements et nos encouragements. Pour notre part, je tiens à réitérer notre engagement et notre détermination à poursuivre les actions tendant à renforcer les capacités des services de recouvrement, à mobiliser de façon optimale les ressources financières nécessaires à l'exécution du programme de l'État. Pour finir, et en respect à notre obligation de redevabilité sociale, la HALCIA continuera à informer l'opinion à travers vous des différentes étapes des actions entreprises dans le cadre de cette opération de mobilisation des ressources de l'État. Chapitre gouvernance, finance 8, pour relever que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé ce matin une visioconférence pour la diffusion de comptes extérieurs 2019 du Niger, des comptes jugés satisfaisants par le secrétaire général du ministère des Finances qui a présidé l'ouverture de cette réunion virtuelle. Résumé avec Ali Saka. La balance des paiements est un outil précieux pour la formulation et la mise en œuvre efficace des politiques économiques. C'est eu égard à son importance que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a décidé d'initier une journée annuelle pour sa diffusion. Au Niger, la première édition de cette journée a eu lieu en août 2010. En ouvrant les travaux de cette journée, le secrétaire général du ministère des Finances a rappelé l'importance des comptes extérieurs et s'est félicité du solde global excédentaire de l'année 2019. Les comptes extérieurs offrent un résumé sommaire de l'économie nationale, faisant ressortir le secteur les plus dynamiques du commerce extérieur, notamment pensé à l'exportation au cours de la période considérée, mais aussi les moins performants, justifiant une attention particulière des autorités économiques et monétaires. Et à cet égard, leur analyse permet une bonne appréciation du profil de nos échanges économiques avec le reste du monde. Pour l'année 2019, le solde global de la balance de paiement est ressorti excédentaire de 317,9 milliards de francs CFA après 4 années de déficit successifs. Ce résultat traduit une amélioration du compte financier beaucoup plus importante que la détérioration du déficit de solde de transactions courantes et de capital. Le directeur national de la BCAO a pour sa part rappelé aux participants la nécessité de mettre davantage en synergie leurs actions malgré ce solde excédentaire. En dépit du solde excédentaire record enregistré en 2019, je voudrais insister sur le caractère structurel du déficit courant, notamment celui du solde commercial, eu égard aux caractéristiques de l'économie nigérienne, marquée par des capacités productives limitées et très vulnérables aux chocs climatiques d'une part, et d'autre part à la tendance récente induite par l'intensification des investissements dans les domaines miniers et pétroliers. Ce constat nous interpelle tous sur la nécessité d'améliorer la synergie afin d'améliorer l'essence de notre économie pour mettre en œuvre les mesures de politique économique les plus appropriées. Le directeur national de la BCAO a enfin exhorté les chefs d'entreprise et tous les acteurs sondés à fournir les renseignements relatifs à l'enquête balance des paiements et autres enquêtes connexes. Sur un tout autre cadre, cérémonie de remise ce matin à Niamey de dons en matériel au CG Sagia de Niamey grâce au partenariat Japon-Niger. C'est le secrétaire général du ministère des enseignements secondaires qui a procédé à la réception. L'État avec Kaoma Moudou et Habib Abdraman.
Acquis grâce à la coopération japonaise, ce matériel composé de chargeurs capsules, lampes chargeables et un panneau solaire est désormais la propriété du CEG Sagia, situé dans l'arrondissement 5 de Niamey. L'objectif est de permettre à cet établissement d'avoir sa propre autonomie en électricité. À cela s'ajoute la remise à 40 élèves filles et garçons, issus des familles démunies, des lampes chargeables afin de mieux étudier à la maison. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires se dit honoré par ce geste. Cela va améliorer les résultats scolaires des enfants et c'est destiné aux enfants issus de familles où il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, actuellement, nous sommes dans un établissement qui est construit grâce à la coopération JICA, mais qui n'a pas d'installation électrique, faute donc d'électricité. Les élèves ne peuvent même pas rester dans l'établissement, faire leurs cours de remédiation, leurs cours de soutien. Donc c'est un soutien qui leur vient à point nommé à la maison pour pouvoir continuer à faire leurs devoirs et à s'exercer en fonction des devoirs qui leur sont donnés et donc pouvoir contribuer à l'amélioration de leurs résultats scolaires. C'est un important outil qui vient donc encore renforcer cette volonté du gouvernement de faire de sorte que toutes les initiatives soient mobilisées pour que les citoyens participent par eux-mêmes. Grâce à son génie créateur, ce professeur de maths et physique apporte ainsi sa contribution à l'amélioration des conditions de travail des enfants grâce à un stage effectué au Japon. Ayant un background de professeur de mathématiques et physique, donc en physique, je n'ai pas trouvé de difficulté à faire le montage de l'appareil et j'en ai produit. Et ils ont dit de cibler un établissement public au Niger dans lequel il n'y a pas l'électricité parce que la cible c'est quoi? C'est la scolarisation des enfants en milieu rural. En réalité, on en a beaucoup de CEG qui se retrouvent dans des situations où il n'y a pas l'électricité. Et c'est un frein pour l'apprentissage des élèves. Donc, connaissant le milieu, parce que j'ai transité en tant que professeur, donc ça m'a poussé à avoir cette initiative de penser à ces lampes-là qui vont permettre aux enfants d'étudier la nuit. Et c'est une lampe qui a une autonomie de 8 heures si elle est chargée. Et c'est des lampes qui ont deux options. Vous pouvez charger votre appareil avec et vous pouvez l'utiliser pour l'éclairage pendant la nuit. Notons que le secrétaire général a visité le CEG Sagia avant d'affirmer que des mesures seront prises pour le mur de clôture afin de mieux sécuriser les élèves. Et puis le directeur de cabinet de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a présidé ce matin les travaux du projet d'application de l'ordonnance portant accès à l'information publique et aux documents administratifs, une initiative soutenue par le réseau de journalistes pour l'éducation et le développement REGED. Le point avec Laoli Moutarmi Nassara et Hamidou Abdoulaye. Plus que jamais déterminé, le réseau des journalistes pour l'éducation et le développement REGED arrive aujourd'hui à la phase finale de l'objectif qu'il s'est fixé, celui de rendre accessibles les informations publiques et les documents administratifs. La tâche n'a pas du tout été facile pour le comité ad hoc mis en place, un comité composé des cadres des ministères concernés et qui a travaillé d'arrache-pied durant 15 jours. Le comité que j'ai eu l'honneur de présider vous remercie pour cette confiance placée en nous. Permettez-moi également de remercier vraiment le REGED pour son appui qui nous a permis, en tout cas, de travailler pendant les 15 jours, le délai qui a été octroyé justement au comité ad hoc. Et Dieu merci qui a été scrupuleusement respecté. C'est un document qui va venir compléter l'arsenal juridique, le vide juridique. Il faut que le citoyen, à travers ces textes, doit être protégé. Et il faut comprendre que l'accès à l'information et aux documents administratifs, ce n'est pas l'ensemble des documents administratifs. Il y a des limites par rapport aux citoyens. Pour le président du REGED, le droit d'accès à l'information et aux documents détenus par l'administration fait partie des critères permettant d'apprécier la gouvernance d'un pays. Au Niger, ça fait plus de 10 ans que naturellement la charte d'accès à l'information a été votée depuis 2010.
Et naturellement, jusque-là, cette charte n'a pas un décret d'application. C'est ce décret d'application qui permettra à l'opération de cette charte qui va effectivement permettre à l'ensemble des Nigériens d'avoir accès à l'information publique et aux documents administratifs. L'accès à l'information aux documents administratifs, naturellement, permettent quelque part d'évaluer les critères naturellement de gouvernance d'un pays. Tant que les Nigériens ne sont pas informés de ce qui se passe, de ce qui est injecté, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de démocratie. Voilà pourquoi le Royaume du Danemark a bien voulu nous accompagner pour effectivement mener ces activités, entre autres activités que nous sommes en train de mener au Niger. Ousmane Dambaji a tenu à remercier le Royaume du Danemark qui a financé ces travaux ainsi que tous les membres du comité avant de fonder espoir sur le gouvernement pour l'adoption du projet de décret. Je suis optimiste parce que le chef de l'État en personne, en tout cas attache du pays à ce qui concerne la transparence et vient récemment d'avoir un prix qui prouve qu'il fait partie des hommes d'État africains qui sont pour la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence. Et j'espère que le chef de l'État étant sensibilisé et étant aguerri sur la question, il n'y aura pas de problème par rapport aux autres ministres et aussi qui ont compris la nécessité effectivement d'accompagner le pays. Il est à noter enfin que exception est faite aux informations non communicables. Le droit d'accès à l'information est essentiel pour la réalisation effective des droits sociaux, économiques et culturels dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pour le reportage, vous rappelez aussitôt après la construction de la voie express, les autorités de la ville de Niamey, dans le souci de sécuriser les commerçants du grand marché et leurs clients, ont jugé utile de fermer les différentes portes du marché se trouvant sur cette voie. Après avoir étudié le pour et le contre, ou disons les impacts aussi bien positifs que négatifs, la communauté urbaine a décidé de rouvrir ce portail d'accès au marché central de la capitale. D'être avec Mariam Dakou et Tijani Ibrahim. Ça y est, c'est désormais chose faite. Les portails d'accès au grand marché sont réouverts. Clients et commerçants peuvent donc facilement entrer et sortir par ces voies et faire leurs transactions, ceci dans le plus grand calme et la convivialité. Ce qui constitue du coup un réel motif de satisfaction tant pour la clientèle que pour les revendeurs. Maintenant, on peut dire que tout va bien. Nous nous réjouissons vraiment de cette réouverture des portes. On ne peut que remercier le bon Dieu de nous avoir fait vivre ce moment. C'est un ouf, vraiment. Nous remercions vraiment les autorités de la ville qui ont bien voulu nous écouter par rapport à cette situation. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est content. Et j'espère que les uns et les autres vont saisir cette opportunité et de ne pas faire en sorte qu'il y ait de l'anarchie autour du marché. Je suis fonctionnaire, mais le week-end, je suis sur le fleuve. Donc, comme d'habitude, je passe ici prendre des articles de pêche. Bon, aujourd'hui, je suis venu, j'ai trouvé quand même la porte ouverte. Et j'ai vu que vraiment, c'est très bien, ça fait du bien. Ne serait-ce qu'aux commerçants, parce qu'il y a des moments où quand j'arrive, je trouve la porte fermée, je continue. Et je n'ai pas le temps de faire le tour pour aller de l'autre côté, avec les embouteillages. Mais vraiment, du fait que la porte est ouverte, je crois que ça fait du bien aux commerçants. Du côté de l'administration chargée de la gestion de ces marchés, l'on se réjouit fortement de cette réouverture des portes. Cependant, la société de construction et de gestion des marchés Socogem attire l'attention des usagers quant à l'utilisation qui sera faite de cette aubaine. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous sommes vraiment soulagés, nous sommes très contents, nous sommes reconnaissants par rapport à ça. Nous le remercions infiniment. Parce que les commerçants ils étaient vraiment acculés par rapport à ça. Et les clients ne venaient pas au marché. Donc vraiment, quand on a appris ça, on était très contents. On le remercie beaucoup pour ça. Mais quand même, je dis aussi aux commerçants de bien garder cette porte pour ne pas que les marchands ambulants s'installent de manière anarchique. À l'endroit des clients, c'est d'être un peu vigilant par rapport à la voie express. Parce que c'est quand même une voie là où les véhicules passent avec accès de vitesse, vraiment d'être un peu prudent par rapport à cette voie express. Clients et revendeurs ont en tout cas tout à gagner si l'on sait que la vigilance et la prudence sont mères de sûreté.
Suite de cette édition avec l'ouverture ce matin d'un atelier d'information avec les organisations de la société civile sur le document de la politique nationale de la migration. Ces assises visent à vulgariser le doux document par les organisations de la société civile, un public plus large intéressé par la question migratoire. Le point avec Abdelkarim Mambarmou et Hassan Moussa. Le document de la politique nationale de la migration, avec son plan d'action quinquennal, un document offrant l'occasion d'accompagner la mise en œuvre participative de la politique nationale de la migration fondée sur les droits de l'homme et axée sur les groupes cibles. Et c'est dans l'optique de faire en sorte que les acteurs de la société civile s'approprient les grands axes de cette politique que ces assises sont organisées. Le rôle que vous êtes attribué en tant que société civile, chers participants. Contribuer à défendre les droits des migrants, demander à mieux faire respecter leurs droits humains. La politique vous donne les orientations nécessaires et vous aide à devenir des demandeurs de droits plus forts. L'Allemagne, à travers la coopération allemande, continue son appui au gouvernement nigérien à gérer avec succès les processus très complexes de coordination, de pilotage et de suivi liés à la mise en œuvre de la politique nationale de la migration qui est interdisciplinaire. Ce document est destiné à servir de boussole pour la prise en charge et la gestion des problématiques liées au phénomène migratoire au Niger. Comme tout instrument de politique sectorielle, la mise en œuvre de la politique nationale de la migration appelle l'implication de l'ensemble des parties prenantes concernées à un titre ou à un autre par la matière en question, à savoir la migration dans toutes ses dimensions. Au nombre de ces parties prenantes, les organisations de la société civile tiennent sans aucun doute une place de premier plan. C'est donc à juste titre que le présent atelier d'échange, le premier du genre, s'adresse aux organisations de la société civile pour partager avec les animateurs de ces structures le contenu du document de politique nationale de la migration et son plan d'action. Cette rencontre durera 2 jours et permettra aux organisations de la société civile de relayer le contenu de la politique nationale de la migration en direction d'un public incluant d'autres acteurs des organisations de la société civile ainsi que d'autres auditoires intéressés par la question migratoire. Actualité à l'intérieur du pays à présent, le secrétaire général de la région de Tillabéri a présidé hier les travaux de l'atelier de la mise en œuvre des activités du projet Fonds canadien pour l'initiative locale. C'était en présence des responsables OMS Tillabéri. Le point avec Joubou Issa et Amoud Ibrahim. Le projet Fonds canadien pour l'initiative locale, mis en œuvre par l'ONG APBE sous la supervision de l'OMS, couvre les communes de Sanam dans le département d'Abala et la commune de Banabongo dans le département de Banabongo pour le mois de février et mars 2021. Ce projet vise l'amélioration de la qualité des services de la santé pour les personnes vivant dans ces zones jugées fragiles pendant la pandémie de la Covid-19. Ce projet vient en appui à ce que font déjà les structures de santé. Seulement, c'est le contexte qui nous a poussé à mettre en œuvre ce projet qui vient améliorer l'accessibilité des populations vulnérables aux soins et structures de santé dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Ça ne se limite pas seulement à la lutte contre la Covid-19. C'est vraiment pour rapprocher les soins de santé des populations qui sont éloignées, qui n'ont pas d'accès aux structures de santé. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général de la région de Tillabéri a fait remarquer que cette situation de la Covid-19 reste préoccupante et complique davantage l'accès de ces communautés aux soins de santé. À cet effet, Saïd Chimboumouni a réaffirmé toute la volonté des plus hautes autorités de notre pays à œuvrer pour un meilleur accès des populations aux soins de santé. Cet atelier de revue vise l'appréciation objective de la mise en œuvre de ce projet afin d'identifier les réalisations faites et les insuffisances, afin de capitaliser les bonnes pratiques et les leçons apprises et proposer des recommandations en vue de renforcer la mise en œuvre. Aussi, j'exhorte toutes les parties prenantes ici présentes, particulièrement les bénéficiaires, à procéder à une analyse sans complaisance des résultats du projet et à une expression des besoins
afin de mieux adapter les objectifs pour un projet et un futur programme plus bénéfique encore pour nos valeureuses populations. Cet atelier qui durera 3 jours permettra aux participants de passer en revue toutes les activités menées jusque-là et évaluer les forces et les insuffisances afin de mieux poursuivre les actions pour les jours à venir. Notez qu'à l'entame des travaux, le secrétaire général de la commune urbaine de Tillabéri, Salou Issa, a souhaité la bienvenue aux participants, un bon séjour à Tillabéri et plein succès aux travaux. Dans la même zone, il a été procédé hier au lancement du projet d'appui à la réinsertion socio-économique des femmes survivantes des violences basées sur le genre. À cette occasion, des kits Caprin ont été distribués à 150 femmes issues des départements de Kolo, Filengue, Walam et Tillabéri par CESAC PRN. Détail avec Amadou Ibrahimi à Dinal Galas. Cette opération de distribution de kits Caprin aux femmes victimes des violences basées sur le genre s'inscrit dans le cadre du projet Spotlight du Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest, CESAO, pôle régional Niger. Il s'agit d'une réinsertion socio-économique des femmes victimes de violences basées sur le genre. Au total, 150 femmes reparties dans 4 départements de la région de Tillabéri vont bénéficier chacune de ces kits. À Kolo, nous avons les femmes de Karma et de Hamdallaï. À Filengue, nous avons des bénéficiaires de la commune de Bonkoukou. À Walam, c'est dans la commune de Simiri. Et à Tillabéri, c'est dans la commune de Kourté. 30 femmes x 5 communes x 3. Au total, 450 caprins sont offerts à 150 femmes pour leur permettre une réinsertion socio-économique et ne plus s'en faire des violences dont elles ont été victimes à un moment de leur vie. Selon l'OMS, les violences basées sur le genre constituent un enjeu de santé publique. Le Niger n'étant pas épargné par ce fléau, les plus hautes autorités en ont fait une préoccupation majeure. Si cette idée a pu se concrétiser aujourd'hui, c'est surtout grâce à la volonté politique affichée par les plus hautes autorités de notre pays pour faire du Niger un pays où la demande et l'offre de soins et de services de qualité à toute la population sont renforcés. Des efforts significatifs ont été réalisés par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre de la lutte contre les violences, surtout dans notre région. Pour donc assister le gouvernement nigérien, le CESAO, pôle régional Niger, avec l'appui financier du PNUD, a voulu lancer ce projet pour atténuer les souffrances de ces femmes victimes de violences. Et c'est pourquoi le secrétaire général du gouvernement de la région de Tillabéri a saisi l'occasion pour saluer cette initiative. Au lendemain des cérémonies commémoratives de la Journée internationale de la femme, nous nous invitons à un sursaut collectif pour éliminer toute forme de violence faite aux femmes et aux filles. Du haut de cette tribune, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à l'ONG CESAO, pôle régional du Niger, qui a été sélectionné par le PNUD dans le cadre du programme Spotlight afin de mener des activités de réinsertion économique des femmes survivantes des violences basées sur le genre au niveau de 5 communes de la région de Tillabéri. Il faut noter enfin que cette opération consacrant le lancement de cette distribution des kits Caprin aux femmes victimes de violences basées sur le genre, outre le secrétaire général du gouvernement de Tillabéri, Kimba Oumeni Sedou, a vu la participation de la directrice générale de la promotion de la femme, le secrétaire général adjoint du gouvernement et plusieurs autres invités. Tendance Covid, les résultats des examens virologiques de ce jour 11 mars 2021 se présentent comme suit. 5 cas positifs, dont 2 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 3 alertes sur 203 tests réalisés à la Covid-19, dont 2 de sexe féminin, 3 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 4 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région de Difa, un décès enregistré à ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 83 494 personnes testées, 4 853 sont déclarés positifs à la Covid-19, parmi lesquels 4 486 guéris, 180 décès, 187 cas actifs, 20 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port du masque, le lavage de mains à l'eau, au savon et à l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.
Cela dit, tenu ce matin à Garès des travaux de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire de la région, c'était sous la présence du gouverneur de la région. Le point avec Moussa Ifalaï et Mahmoud Adam. La tenue des assises de la présente Assemblée générale consulaire régionale d'Agadez, cadre par excellence d'échange, vise à faire la situation économique de la région et sur la vie de la circonscription même consulaire régionale d'Agadez. En effet, les réflexions qui seront menées ne seront pas concentrées uniquement sur le fonctionnement de la direction régionale. Il s'agirait d'examiner la situation économique dans un contexte de Covid-19 et surtout de préparer la relance économique régionale. L'objectif est de diversité de l'économie, rendre la croissance plus inclusive et réduire la pauvreté dans la région. La présence d'une délégation du Bureau national de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger traduit la volonté du Bureau national de rapprocher davantage les préoccupations locales et participer au processus de recherche de solutions endogènes tant au niveau central qu'au niveau régional. Il est urgent aujourd'hui encore de se poser des bonnes questions, d'agir et de prendre la posture qui cède pour continuer à arpenter le difficile mais nécessaire chemin de la compétitivité. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que nous nous mobilisons tous et que chacun joue pleinement le rôle qui lui est dévolu. En ouvrant les travaux de la présente Assemblée générale, le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, a rappelé les récents efforts fournis par le gouvernement pour atténuer les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19. À l'instar des autres nations du monde, notre pays en général et la région d'Agadez en particulier continue à subir les conséquences de la Covid-19 sur les activités économiques. C'est le lieu de rappeler les récents efforts fournis par le gouvernement pour atténuer les impacts négatifs de la pandémie sur les activités économiques de notre pays avec un mécanisme de financement de 150 milliards de francs CFA dans le cadre d'un partenariat avec l'Association des professionnels de banques et établissements financiers du Niger pour soutenir le secteur privé. La délégation du Bureau national de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a effectué une série de visites de courtoisie au gouvernorat d'Agadez, au sultanat de l'Aïr, entre autres. Après Agadez, ouverture également à Tawa de l'Assemblée générale consulaire régionale de la Chambre du commerce. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présence du secrétaire général de la région d'État avec Absat Aboubakar et Laolissine. Le rapport moral des activités et l'exécution du budget 2020, la programmation budgétaire 2021 et des questions diverses relatives à l'économie de la région, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette importante rencontre. Dans son allocution de bienvenue, le président régional de la Chambre consulaire d'Ottawa, El Hajna Allah Abouba, a invité les opérateurs économiques de la région à s'investir davantage pour être plus compétitifs, d'où la nécessité de se mobiliser comme un seul homme pour affronter les défis qui s'opposent à eux. Pour sa part, le président national de la Chambre de commerce, il a dans son intervention rappelé les multiples actions dont a bénéficié la région d'Ottawa, entre autres la construction des bureaux de douane, des magasins et des aires de dédouanement et du mur de clôture sur 6 hectares. La création de 263 entreprises suivant les formalités de création d'entreprises du CFE, Centre de formalité des entreprises. Action auquel vient se greffer l'appui de la compagnie consulaire aux différentes unités industrielles et entrepreneuriales en termes d'encadrement, d'accompagnement et de préservation des intérêts des unités de production. Je puisse vous dire que le bureau consulaire national, mesurant à sa juste valeur tous les soutiens et la bienveillance dont nous faites montre à son égard, ne fléchira pas, loin s'en faut, mais continuera inexorablement à conduire la mission que vous lui avez confiée et à mériter la confiance que vous avez placée en lui. Je voudrais souligner que cette dynamique qui nous dope d'espoir aujourd'hui est à mettre à l'actif du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui, au cours de ces dernières années, a initié des réformes hardies qui ont permis à la fois d'améliorer le climat des affaires, dont il suit l'évolution au quotidien,
et de contenir les menaces qui pesaient sur les finances publiques. Le propos après réitéré par le secrétaire général de la région, qui n'a pas manqué de rappeler et témoigner l'élan de solidarité et de spontanéité dont les opérateurs économiques de Tawa ont toujours fait montre chaque fois que le besoin se fait sentir et arrive tant bien que mal à gérer la pression fiscale. J'en suis convaincu que grâce aux champions de la ZLECAF, je vais dire son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, les chambres consulaires du Niger occuperont toute la place qu'elles méritent, car le dynamisme de Issoufou Mahamadou, sa perspicacité a pu convaincre les 54 autres chefs d'État de la nécessité pour nous autres d'unir nos efforts et nos compétences commerciales, ce qui nous rendra plus forts. Ibrahim Miko a enfin soumis à Moussa Sidi Mohamed, président national de la Chambre de commerce, une doléance, celle de la création d'un centre de gestion agréé, CGA, ou d'une maison de l'entreprise, afin de réduire les tracasseries dues à une insuffisance d'encadrement. Sur un tout autre registre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présidé ce matin à Dosso l'ouverture officielle des travaux de l'atelier d'évaluation d'études impact environnemental et social de la composante électrification rurale de la dorsale nord 330 kVA. Il était avec Manu Alejsido et Habib Boubakou. Au cours de cette cérémonie de l'ouverture officielle des travaux de l'atelier d'évaluation d'études d'impact environnemental et social de la composante électrification rurale de la dorsale nord 330 kV, qui se tient à Dosso du 11 au 12 mars 2021, le secrétaire général de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue, dira que la disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité est un facteur de développement. La disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité constitue un facteur de développement économique du pays et de bien-être de ses populations bénéficiaires. C'est là, du reste, une des préoccupations des autorités de la 7e République à travers la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui a ouvert les travaux, l'accès à l'énergie est l'une des priorités du gouvernement de la 7e République. L'amélioration de l'accès à l'énergie électrique est inscrite parmi les priorités du gouvernement de la 7e République en vue d'améliorer la desserte en électricité des populations nigériennes et de promouvoir l'intégration sous-régionale ouest-africaine, notamment à travers la création d'un marché unifié de l'électricité à un prix optimisé. À juste titre, le projet 330 kV dorsale nord entre le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin fait partie de ce vaste réseau et représente une étape supplémentaire dans l'intégration des réseaux nationaux. C'est dans ce cadre que la Société nigérienne d'électricité Nigélec a prévu une importante composante d'électrification des villages situés le long du corridor de la ligne 330 kV, et ce, conformément aux orientations du programme de Renaissance du Niger et son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le colonel-major Souley Aboubakar, a par la suite fondé l'espoir que les participants puissent faire un examen exhaustif et objectif du rapport soumis à leur appréciation avant de demander une fatia à la mémoire de l'ancien directeur national du bureau d'évaluation d'études d'impact environnemental, fait Idi Yakouba, rappelé à Dieu. Et puis l'association islamique Al-Moulissim a organisé ce matin une conférence publique. À travers cette initiative, cette association islamique d'obédience à la salafiste commémore le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, appelé Al-Isra ou Al-Miraj. Le point avec Ablaziz Issaka et Tishan Ibrahim. À travers cette conférence, présidée par Moussa Moussi, président de l'association islamique Al-Moulissim, la confrérie musulmane d'obédience suffiste commémore le Isra ou le Miraj, le voyage nocturne du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Un fait historique, spirituel
et plein d'enseignements. Ce n'est pas des prières, mais c'est des conférences pour nous permettre de méditer, n'est-ce pas, sur l'angoisse, n'est-ce pas, existentielle que nous vivons actuellement. Et ça l'objet, n'est-ce pas, de cette rencontre organisée par notre association Al-Moulissim, qui, dans ses statuts, a non seulement l'aspect cultuel, c'est-à-dire les zikrs et les prières, mais également aborde des problématiques d'ordre socioculturel. L'association islamique Al-Moulissim souhaite à travers cette initiative contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus et l'extrémisme violent auquel nos pays sont confrontés. On va arriver certainement après débat à des recommandations. Et une des recommandations, est vraiment chaque année, de pouvoir célébrer ce voyage, comme certains pays le font. Ce n'est pas une innovation. Ça nous permet de comprendre ce grand mystère. C'est un des grands mystères de l'islam. Et le prophète, paix et salut sur lui, est revenu avec les 5 prières quotidiennes qui représentent le pacte adamique. Et nous voulons humblement aussi suggérer que, à l'instar de certains pays, qu'on puisse développer, par exemple, créer un centre de recherche sur le soufisme. En Afrique subsaharienne, ça manque. Ailleurs, il y a beaucoup de centres. Et effectivement, l'expérience de certains pays a montré que pour combattre à fond le djihadisme, il faut le soufisme. Plusieurs thématiques ont été ainsi développées afin d'édifier les membres, les présidents de groupements d'associations islamiques et tous ceux qui ont participé à cette conférence. Page sport de cette édition, la Confédération africaine de football CAF va renouveler ses instances dirigeantes ce vendredi 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. Notre compatriote, le colonel-major Jibril Lahi Mohamedou postule pour le comité exécutif de la CAF en tant que membre. Une candidature soutenue par l'ensemble des Nigériens qui aspirent à voir un de leurs au sein du comité exécutif de la CAF. Le point avec Ablaye Asmi depuis Rabat. Rabat, la capitale du Maroc, va accueillir ce vendredi 12 mars 2021 l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football CAF. Une grande rencontre de la tête pensante du football africain où le colonel-major Jibril Mohamedou Pelé, président de la Fédération nigérienne de football, est candidat au comité exécutif au poste de membre. Pour cela, les Nigériens, dans leur ensemble, ont construit un bloc solidaire derrière cette démarche historique. Ce qui explique d'ailleurs la présence à Rabat d'une délégation conduite par le directeur général des sports, Tasbirli. Cette candidature du colonel-major, président de la Fédération nigérienne de football, est vraiment à le soutien des plus hautes autorités. Et d'ailleurs, pendant ce déplacement, le ministre de la Jeunesse tenait à le faire. Il tenait beaucoup à le faire, mais compte tenu d'un calendrier ou d'un empêchement, si vous voulez, de dernière minute, et n'a pas pu le faire. Mais là, je suis là pour le représenter dans ce cadre-là. Donc, au-delà des autorités et des plus hautes autorités, j'allais dire, du pays, c'est d'ailleurs tout le peuple nigérien qui doit se mobiliser, prier pour lui, parce que c'est un Nigérien qui se présente. Les Nigériens vivant au Maroc saluent cette démarche et louent le courage et la détermination du candidat nigérien. C'est un sentiment d'abord de fierté qui m'anime de voir qu'un compatriote se présente aux élections de ce bureau du comité exécutif de la CAF, puisque dans l'histoire du Niger, ça ne s'est jamais passé. Et c'est vraiment une fierté aujourd'hui qu'on dise que c'est un Nigérien qui se présente dans ce comité. C'est d'abord ce sentiment qui m'anime. Et la deuxième chose, c'est que je connais, comme vous l'avez dit, je suis de près l'actualité footballistique. Je connais l'homme, M. Pelé. Il a des qualités exceptionnelles. Et je sais très bien que s'il est élu dans ce comité,
il sera à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. Je reconnais qu'il s'est fait sa place. Il s'est fait sa place parce qu'il écoute, il s'est fait sa place parce qu'il est ouvert, il discute, il pose les problèmes et c'est l'homme de la situation, il a cette intelligence de la situation. Il peut, à tout moment, tu appelles Pelé, il va discuter avec toi et je pense qu'il s'est comporté de la même manière avec tous les autres présidents de fédération de notre zone. Donc, en ce sens, moi je n'ai aucun doute. Il a ses entrées, il a ses amis, il est apprécié parce que... Au vu des immenses œuvres qu'il a réalisées pour le football nigérien, qu'il a sorti de l'ombre vers la lumière et de sa popularité auprès de ses pairs, le président de la FENIFOOT est bien parti pour siéger. La Ligue régionale de football d'Agadez a rendu public ce matin une déclaration de soutien justement à la candidature du colonel-major Jibril Lahima Dipele comme membre du bureau exécutif de la CAF. Le point avec Diallo Abdel-Jalil. Avec le président Pelé, notre football a connu un développement inédit, notamment la participation du Niger aux différentes compétitions internationales, à noter le CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois, la Coupe d'Afrique des cadets, juniors, etc., pour ne citer que cela. En termes de réalisation, nous pouvons noter plusieurs infrastructures qui ont vu le jour, à savoir les 8 sièges des ligues régionales et le centre technique de la fédération basé à Niamey. Sur le plan national, la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, avait initié il y a 3 ans de cela une 3e compétition, à savoir la Ligue nationale, qui venait s'ajouter sur les 2 compétitions, la Super League et la Coupe nationale du Niger. Cette compétition de la Ligue nationale fait aujourd'hui la fierté de tous les amateurs du football et du ballon rond. En grosso modo, le président Pelé a fait du football du Niger un football qui gagne. Donc sa candidature au sein du comité exécutif de la CAF ouvrira de nouvelles portes de réussite à notre football. C'est pourquoi la Ligue régionale de football d'Agadez, avec toutes ses composantes, apporte son soutien ferme au colonel-major Jibril Lahima Dipele, président de la FENIFOOT, pour l'éligibilité de sa candidature au sein du comité exécutif de la CAF. Mon président, sachez que vous avez le soutien de tous les amateurs du football de la région d'Agadez. Pour finir de cette édition d'information, merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Télésalle. Au revoir.